Des enfants meurtriers abattus sur le champ dans une salle d'audience. Ils sont entrés au tribunal, persuadés de pouvoir plaider leur cause et peut-être même d'obtenir une peine plus légère. Mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Ces prétendus jeunes meurtriers n'ont pas seulement fait face aux juges, ils ont été confrontés à une justice instantanée et inattendue, rendue sur place, dans la salle d'audience. Sans prévenir, sans avoir le temps de se préparer. En quelques secondes, le procès que tout le monde attendait a pris une tournure bien plus sombre. Vous allez voir des moments où la justice a triomphé rapidement, parfois plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. En tête de notre liste, Sial Angelo. Le 21 avril 2014, une salle d'audience fédérale de Salt Lake City s'est transformée en un lieu où la mort a frappé à tout moment. Ce qui aurait dû être une journée d'audience ordinaire a viré au chaos, à la peur et aux coups de feu. Et au cœur de tout cela se trouvait Sial Angelo, un jeune accusé qui a commis un dernier geste désespéré qui lui a coûté la vie. Bon, reprenons depuis le début. Voyez-vous, il ne s'agissait pas d'un procès comme les autres. Angelo était accusé au niveau fédéral d'activité de gang. L'affaire était tendue, dangereuse et marquée par de nombreuses trahisons. L'accusation avait réuni des témoins coopérants, d'anciens membres du gang qui se présentaient désormais au tribunal, prêts à témoigner contre leurs anciens complices. Dans cette pièce, la loyauté et la peur s'affrontaient, et chacun savait qu'un seul mot de travers pouvait déclencher une situation désastreuse. Et puis c'est arrivé. D'après les transcriptions d'audience et les images diffusées ultérieurement, Angelo s'est levé brusquement de la table de la défense. Sans hésiter, il a saisi un stylo dans la zone réservée aux avocats, les yeux rivés sur le banc des témoins. D'un seul coup, il s'était lancé. Imaginez le silence qui s'est brisé, le bruit des pas, les halètements des jurés, le témoin figé par l'homme qui se jetait sur lui. Écoutez bien, car c'est à ce moment précis que tout a basculé. Une marshal américaine, identifiée dans les archives sous le nom de Jane Doe, a sorti son arme. En quelques secondes, elle a dû prendre une décision. Agir ou risquer d'assister impuissante au meurtre d'un témoin devant 12 jurés. La marshal a tiré à plusieurs reprises. Les balles ont transpercé la poitrine d'Angelo qui s'est effondré sur le sol du tribunal. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais dans l'après-midi même, il était décédé. Mais l'histoire ne s'arrête pas au coup de feu. Ce qui suivit fut une avalanche de questions. Pourquoi un homme risquerait-il sa vie devant un jury, sa famille et des agents fédéraux? La réponse réside dans la brutalité des procès pour gang. Dans ce milieu, s'en prendre à un balance n'est pas qu'une simple vengeance, c'est un acte de résistance. Le geste final d'Angelo était peut-être moins motivé par la fuite que par la loyauté, la fierté et un code du silence désespéré. Entre-temps, la fusillade elle-même a déclenché une nouvelle polémique. La famille d'Angelo a affirmé que le shérif avait fait un usage excessif de la force, arguant qu'après les premiers coups de feu, il était déjà à terre et ne représentait plus une menace. Ils ont porté plainte, soulignant que 4 balles avaient été tirées et qu'au moins certaines l'avaient atteint alors qu'il tombait. Était-ce justice ou usage excessif de la force? Le gouvernement resta inflexible. Le FBI mena une enquête et les juges fédéraux confirmèrent la décision de la marshal, statuant qu'elle avait agi dans le cadre de son devoir de protéger des vies au tribunal. Finalement, les poursuites furent abandonnées, mais la diffusion des années plus tard de la vidéo de l'audience alimenta le débat public. Bien que ce moment ait été capturé par la caméra et ait donné lieu à une scène très chargée, notre prochain reportage vous donnera des frissons. Nous parlons du cas de Frank DeLeon Jr., 17 octobre 2023, Houston, Texas. Le prononcé de la sentence de Frank DeLeon Jr., 19 ans, un adolescent dont le crime avait déjà semé la terreur dans la ville, allait plonger la ville dans un chaos total. DeLeon n'était pas un simple adolescent en difficulté comparaissant devant un juge. Il était le garçon qui avait brutalement ôté la vie à son ex-petite amie de 16 ans, Diamond Alvarez. Et pas dans un accès de rage passager, mais avec une violence froide et préméditée. Il lui a tiré dessus 22 fois. Oui, vous avez bien entendu, 22 balles, alors qu'elle marchait tranquillement dans son quartier. Pourquoi? Parce qu'elle l'a confronté à propos de son infidélité. Un moment qui, chez la plupart des adolescents, aurait mené à des disputes, peut-être des larmes, et finalement à l'apaisement. Mais dans ce cas précis, la situation a dégénéré en cauchemar. Et devinez quoi? Cette simple étincelle de jalousie s'est transformée en un véritable brasier qui a détruit non seulement une vie, mais l'avenir de toute une famille. Ce matin-là, alors que la salle d'audience se remplissait, la tension était palpable. DeLeon avait déjà conclu un accord de plaidoyer.
45 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après seulement 22 ans et demi. Pour la famille de Diamond, ce chiffre était comme du sel sur une plaie ouverte. La vie de leur fille avait été volée à jamais, et pourtant, son meurtrier pourrait un jour respirer à nouveau l'air libre. Imaginez-vous assis là, entendant les calculs de la loi peser plus lourd que l'irrévocabilité de la mort. Puis vint le moment que tous attendaient, les déclarations des victimes. C'est souvent là que la douleur trouve sa voie, que le chagrin se déverse en mots adressés directement aux responsables. La mère de Diamond, Anna Machado, se tenait devant De Leon. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient percutants. Elle le traita de monstre. Et la salle d'audience était loin de se douter qu'un seul mot allait déclencher une réaction incontrôlable. Chaos lasted several minutes and it all happened shortly after the victim's mother gave her impact statement where she called Frank DeLeon Jr. a monster. Soudain, l'oncle de Diamond explosa. Fou de rage, il traversa la salle d'audience en trombe, les poings en avant, visant De Leon droit dans les yeux. En un instant, la solennité du prononcé de la sentence se transforma en une bagarre générale. Les agents du tribunal s'agitèrent, les familles s'affrontèrent, et même la mère de Leon intervint, tentant désespérément de protéger son fils des coups. La salle devint un véritable chaos. Et comme si cela ne suffisait pas, vous n'allez pas le croire, au milieu des cris, des coups et de la panique, un autre détenu a réussi à s'évader. Pendant quelques instants, on se serait cru dans une scène de série policière plutôt que dans un tribunal, tant la situation a dégénéré en bagarre générale. Wrong of me, that was wrong of us because we're not monsters. But it's so much hate. Mais une fois la poussière retombée, une vérité demeurait, rien. Ni la sentence, ni la période de libération conditionnelle, ni les paroles du juge ne pouvaient apporter à la famille d'Alvarez la paix intérieure dont elle avait besoin. Pour eux, la véritable justice ne se mesurerait jamais en années de prison. Elle se mesurerait à la certitude que Frank DeLeon n'aurait plus jamais la chance de sortir, plus jamais le luxe de la liberté. Mais rien ne pouvait apaiser la douleur de la famille, même si celle-ci a par la suite exprimé des regrets pour sa bataille judiciaire. Ce qui rend cette affaire si bouleversante, ce n'est pas seulement le meurtre lui-même, c'est le déferlement de douleur qui a suivi, une douleur si intense qu'elle a fait voler en éclats les murs d'ordre que le tribunal était censé maintenir. Ce fut un douloureux rappel que si la loi s'attache aux chiffres, les familles, elles, portent des blessures qui ne guérissent jamais. Victor Nathaniel Rivas, le 16 mai 2022. Le calme d'un quartier ouest de San Antonio a été brutalement interrompu par des coups de feu. Ethan Soto, un garçon de 15 ans, a été tué par balle. Voilà le point crucial. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence gratuit. Les enquêteurs ont révélé par la suite que tout avait commencé par le vol de cartouches de THC. Ce qui aurait dû être une simple dispute d'adolescents a dégénéré en une embuscade mortelle. Et au cœur de cette affaire se trouvait un autre adolescent, Victor Nathaniel Rivas, âgé de 16 ans, qui allait bientôt être inculpé de meurtre. Mais attendez, ce n'était que le début. Ce qui suivit ne se limita pas à une simple affaire de meurtre. Ce fut le cauchemar d'une communauté, le drame d'une famille, et finalement, un procès si choquant qu'il fit la une des journaux nationaux. En octobre 2023, Rivas, alors âgé de 18 ans, assistait à son audience préliminaire au tribunal du comté de Bexar. L'atmosphère était pesante, la tension palpable, les familles, massées dans la salle, attendaient de justice, ou du moins des réponses. Et puis, surprise, un événement inattendu se produisit. Selon les adjoints du shérif et une vidéo diffusée plus tard en ligne, Rivas fit un geste envers la famille endeuillée de Soto. Insouciant ou provocateur, il était loin de se douter que ce geste allait embraser la salle. En un instant, les proches de Soto ont sauté par-dessus la cloison de la salle d'audience. Ils se sont jetés sur Rivas, les poings levés, la rage explosant après des mois de souffrance. L'accusé a été roué de coups sous les yeux du juge, du jury et des caméras. Les huissiers se sont précipités pour séparer la foule et réclamer l'ordre. En quelques minutes, 4 des agresseurs, 2 adultes et 2 mineurs, étaient arrêtés et inculpés de voies de fait et d'entrave à la justice. Pour comprendre l'indignation suscitée par cette affaire, il faut remonter à ses origines. Les procureurs ont expliqué par la suite que la mort de Soto n'était pas un simple coup de sang, mais un guet-apens. Selon eux, Soto avait été attiré dans un guet-apens, piégé et exécuté en représailles à ce vol présumé. Les détails étaient glaçants. Des adolescents entraînés dans la violence pour une broutille comme des cartouches de drogue. Et c'est là que la douleur était la plus vive. Un enfant mort, un autre accusé, et toute une communauté réclamant justice. Mais le problème est plus profond. Ce genre de violence au tribunal révèle de graves failles dans le système. Certes, les huissiers ont réagi rapidement.
Mais réfléchissez-y. Dans de nombreuses salles d'audience, les familles des victimes sont séparées des accusés par une simple cloison à hauteur de taille. Dans ces moments de forte émotion, cette barrière devient presque insignifiante. Finalement, Rivas n'a pas échappé à la justice. Il a plaidé coupable et a été condamné à une longue peine de prison pour le meurtre de Soto. Parlons maintenant de David Paradiso. Le 24 janvier 2007, dans un tribunal californien, tout devait se dérouler comme prévu. Plaidoirie, témoignages, quelques objections ici et là. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Ce fut le chaos, le sang versé et la stupeur, sous les yeux d'une audience composée de membres de la famille, d'avocats et même de la juge. Et devinez quoi? L'accusé a été retrouvé mort, gisant sur le sol. Voilà le hic. Il ne s'agissait pas d'un accusé comme les autres. Il s'appelait David Paradiso, un jeune homme déjà jugé pour le meurtre brutal de sa petite amie. Son affaire avait captivé la communauté du comté de Stanislaus, en Californie, non seulement à cause du crime lui-même, mais aussi à cause de qui il était. On murmurait à son sujet, instable, imprévisible, dangereux. Certains disaient même qu'il était une bombe à retardement. Ils étaient loin de se douter que c'était dans ce tribunal qu'il allait finalement exploser. Mais attendez, comment un homme déjà menacé d'une peine de prison à perpétuité peut-il décider de tout miser devant un juge et un jury? Pour le comprendre, il faut saisir le désespoir absolu qui semblait le guider. Pour Paradiso, ce n'était pas un simple procès, c'était son dernier combat. Imaginez la scène, une pause tranquille pendant le procès, chacun s'attendant à un simple silence de routine. Soudain, Paradiso surgit de la barre des témoins. Et vous n'allez pas le croire, il ne s'en prenait ni au procureur, ni même aux huissiers. Non, il fonça droit sur la juge Cinda Fox, se glissant derrière elle avec ce qui semblait être une lame dissimulée. Et c'est là que ça devient glaçant. Sa famille a révélé par la suite avoir prévenu les policiers, craignant qu'il ait réussi à dissimuler une arme. Pourtant, malgré toutes les vérifications, il est entré dans la salle d'audience armée. Et à cet instant précis, il a déchaîné sa rage contre le symbole même de la justice. Imaginez la scène. Les avocats se jettent à terre, les greffiers hurlent, la panique s'empare de la salle. La juge Fox elle-même a été touchée, blessée, saignant abondamment, avant d'être évacuée d'urgence sur une civière. Malgré cela, elle a réussi à dire aux journalistes qu'elle allait bien, mais le tribunal ne serait plus jamais le même. Puis survint le tournant. Alors que Paradiso levait son arme, le chaos s'installant autour de lui, un inspecteur de police nommé Eric Bradley n'hésita pas. Il dégaina son arme et tira. Les coups de feu sifflèrent à travers les murs du tribunal, résonnant comme le tonnerre. En un instant, Paradiso s'effondra. Ainsi, le procès prit fin, non pas par un verdict, mais par la mort. Mais attendez, il ne s'agissait pas seulement de la fin d'un homme, c'était un moment qui allait ébranler le système. Comment un accusé a-t-il pu introduire une arme en douce? À quel point la justice a-t-elle frôlé le déraillage? Les autorités se sont mobilisées, lançant des enquêtes et bouclant le palais de justice. Tout le monde réclamait des réponses, et l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. S'agissait-il d'une grave faille de sécurité? Du dernier acte de violence d'un homme désespéré? Ou peut-être les deux? Une chose était sûre. Paradiso ne se contenta pas d'affronter son jugement dans ce tribunal. Il tenta de le prendre à son propre avantage, et, ce faisant, scella son propre destin. Lindy Lamont Jones Jr., 14 juillet 2022, comté d'Orangeburg, Caroline du Sud. Dans une salle d'audience bondée de familles endeuillées, la tension était palpable. De l'autre côté du tribunal, des avocats au visage grave. Et au centre de tout cela, un adolescent déjà étiqueté comme meurtrier. Et voilà, en quelques instants, le chagrin a fait place à la fureur, et le droit lui-même a semblé s'effondrer. L'affaire concernait Willie Antoine Fields, un jeune homme de 18 ans dont la vie a été volée en 2019. Son corps a été retrouvé abandonné sur une route de campagne isolée, criblée de balles. L'enquête a permis d'identifier le coupable, Lindy Lamont Jones Jr., qui n'avait que 19 ans à l'époque. Les procureurs n'ont pas tardé à le qualifier ainsi, un gamin meurtrier. Son crime, avoir ôté la vie à un jeune pour une simple dispute. Et devinez quoi? Pour éviter un long procès, Jones a conclu un accord. 35 ans de prison. Pour la plupart des gens, cela paraîtrait une éternité. Mais pour la famille de Willie, aucune peine ne saurait rendre justice. Alors que le silence s'installait dans la salle d'audience, la mère de Willie se leva pour prendre la parole.
Ses mots tremblaient, imprégnés de douleur, chaque phrase rouvrant la plaie de la perte de son enfant. L'assistance écoutait, et l'atmosphère devint pesante, comme si la pièce ne pouvait contenir tant de chagrin. Mais le deuil ne reste pas silencieux. Parfois, il explose, et c'est précisément ce qui se produisit ensuite. Ils étaient loin de se douter que le père de Willie Clayfields, avait atteint son point de rupture. Soudain, son chagrin se mua en rage. Il se jeta en avant, traversant la salle d'audience avec une fureur inattendue. Ses poings s'abattirent sur le visage enchaîné du meurtrier de son fils, et le coup s'abattit violemment sur la tête de Jones. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, ce fut le chaos. Les huissiers ont fait irruption. Le juge a frappé du marteau. Des cris ont résonné contre les murs de bois. À cet instant, la salle d'audience, un lieu bâti sur l'ordre et le contrôle, s'est transformée en un véritable déferlement de douleur humaine. Et voici le retournement de situation choquant. Cette explosion de violence ne s'est pas limitée à des coups. Elle a entraîné des poursuites judiciaires. Oui, le père, l'homme qui avait déjà perdu son fils, était désormais accusé d'outrage au tribunal. Le système auquel il s'était adressé pour obtenir justice s'est retourné contre lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La condamnation de Jones ne se résume pas à un seul jeune homme qui a appuyé sur la gâchette. Son frère a lui aussi été impliqué, accusé de complicité. La violence, comme l'a prouvé cette affaire, se propage rarement. Elle a des répercussions importantes, touchant familles, amis, voire des communautés entières. Voici ce qui restera gravé dans les mémoires. Jones vieillira derrière les barreaux, c'est certain. Mais l'image qui entra les esprits n'est pas celle de sa condamnation. C'est celle d'un père endeuillé qui a brisé le jugement pour montrer au monde que certaines blessures sont indélébiles, malgré les coups de marteau des juges. Le prochain sur la liste est Peyton Gendron. Pour ce récit, nous faisons un bond dans le temps jusqu'au 15 février 2023 dans une salle d'audience de Buffalo, dans l'État de New York. Tous les regards étaient tournés vers une jeune fille de 18 ans, Peyton Gendron. Pour beaucoup, il n'était pas un simple accusé. Il était l'auteur de la tuerie de masse dans un supermarché, l'adolescent qui avait transformé une journée ordinaire de course en un cauchemar de balles et de sang. Ce n'était pas un procès comme les autres. Non, c'était comme le jour du jugement dernier. Voilà le point crucial. À quelques pas seulement se trouvaient les familles de ces victimes, 10 vies noires innocentes fauchées de sang-froid. C'était leur première véritable occasion de le confronter, de faire entendre leur voix et de briser le silence qui les hantait depuis l'attaque. Imaginez l'atmosphère pesante qui régnait dans cette pièce. L'air était si chargé de chagrin et de colère qu'on aurait presque pu le toucher. Un à un, les proches se levèrent, la voix tremblante, les mots empreints de douleur. Gendron, pâle et tremblant, resta là, immobile. Il ne se défendit pas. Il ne protesta pas. Il cligna à peine des yeux. Et puis, devinez quoi? Tout bascula. Un proche, fou de rage, se jeta sur l'adolescent à travers la salle d'audience. Mais attendez, avant qu'il ne puisse l'atteindre, des gardes ont fait irruption et l'ont plaqué au sol. La salle a retenti de cris, de hurlements et de larmes. En une fraction de seconde, le procès a cessé d'être une affaire de droit pour se transformer en quelque chose de bien plus humain. Un déferlement d'émotions brutes et désespérées. On pouvait ressentir le poids d'une communauté déchirée par la haine, réclamant une justice qu'aucun tribunal ne pouvait lui rendre. Mais qui était donc ce garçon, et comment est-il devenu une arme de haine à seulement 18 ans? Nul ne se doutait alors que son destin s'était tracé dans les recoins les plus obscurs d'Internet. Là, les mensonges et les théories du complot suprémaciste blanc proliféraient. Il les a absorbés, mot à mot, jusqu'à ce qu'ils deviennent sa vérité. Au moment de perpétrer son attentat, il avait déjà rédigé un manifeste glaçant, des pages de venin reprenant la théorie raciste du remplacement. Et voici ce qui rendait la chose encore plus terrifiante. Gendron s'est armé d'un fusil d'assaut, a lancé une diffusion en direct et a décidé de retransmettre son massacre au monde entier comme s'il s'agissait d'un spectacle macabre. Ses victimes étaient des grands-mères, des pères, des filles, des fils, des gens ordinaires qui étaient entrés dans un supermarché en pensant seulement à leur repas et non à la mort. Au point culminant du procès, Gendron tenta de présenter ses excuses. Mais ce n'étaient pas les excuses attendues. Elles étaient plates, froides, mécaniques, comme s'il récitait un texte. Les familles furent bouleversées. Chaque mot qu'il prononçait semblait aggraver la douleur. Le juge n'a pas hésité. La sentence a été la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la peine la plus sévère prévue par la loi de l'État. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le parquet fédéral s'en est chargé, requérant la peine de mort. Et voici pourquoi c'est important.
Avec l'aval du procureur général Merrick Garland, Gendron est devenu l'un des premiers accusés depuis des années à être condamné à la peine capitale pour terrorisme intérieur. Cela a clairement signifié qu'il ne s'agissait pas d'une simple tragédie locale, mais d'un acte de terrorisme contre la nation. Revenons à ce moment où le proche de la victime a tenté de l'agresser au tribunal. Cette scène a révélé une vérité poignante, une vérité à laquelle le système judiciaire peine à répondre. Car la vérité est qu'aucune loi, aucune peine, aucune cellule de prison ne pourra jamais réparer les dégâts causés par un tel massacre motivé par la haine. Cette agression n'était pas qu'un simple accès de rage. C'était l'œuvre d'un père, d'un frère, d'un fils qui tentait de faire ce qu'aucun tribunal ne pouvait, faire ressentir au meurtrier la même douleur qu'il avait infligée. Cour suprême de Brisbane. Le 31 mars 2025, dans un tribunal suprême de Brisbane, un adolescent délinquant est entré pour entendre sa sentence lorsqu'un mouvement soudain provenant de la galerie du public a brisé le silence. Un homme de 22 ans, le frère de la victime, se releva. D'un geste vif, il arracha un stylo du bureau d'un avocat et se jeta sur l'adolescent. Incroyable! Ce simple stylo, un objet auquel on ne prête généralement pas attention, se transforma en arme en un instant. L'adolescent fut légèrement blessé au dos, mais ce qui suivit fut un véritable chaos. Des membres de la famille ont hurlé, certains se sont effondrés au sol, rongés par la douleur, et les agents de sécurité du tribunal se sont précipités pour maîtriser l'agresseur. La police a fait irruption et l'a emmené de force, tandis que le juge suspendait l'audience. La scène aurait pu être tirée d'un film judiciaire, sauf qu'il ne s'agissait pas d'un plateau de cinéma. C'était la réalité, brute et incontrôlable. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Le jeune homme qui a agressé le jeune homme a rapidement été inculpé de coups et blessures volontaires avec usage d'une arme et menaces. Il a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution devant le tribunal. Imaginez, une famille déjà déchirée par un meurtre à l'arme blanche voit maintenant un autre frère accusé, cette fois pour un acte commis sous le coup du deuil. Ils étaient loin de se douter que leur quête de justice allait se compliquer davantage. Pour bien comprendre l'explosion d'émotions de ce jour-là, il faut prendre du recul. L'adolescente accusée avait déjà plaidé coupable du meurtre d'Abdullahi Ahmed Iyou, âgé de 19 ans, poignardé à mort en mai 2024 à Acacia Ridge. L'agression fut brutale. Iyou reçut de multiples coups de couteau qui finirent par lui coûter la vie à l'hôpital. Pendant près d'un an, sa famille vécut dans un fardeau insoutenable. Chaque audience, chaque report, était comme un nouveau coup de poignard. Au moment du prononcé du verdict, la tension était à son comble. Vous savez, le prononcé des peines est censé se dérouler dans le calme et la maîtrise. Les juges examinent les preuves, les avocats plaident, les familles lisent les déclarations des victimes. Mais n'oublions pas, les tribunaux sont remplis d'êtres humains. Lorsque la douleur est palpable, face à la personne qui a ôté la vie à un être cher, la frontière ténue entre ordre et rage peut se rompre en un instant. Et c'est précisément ce qui s'est passé à Brisbane. Pendant ce temps, le jeune délinquant devait lui aussi purger sa peine. Une longue peine de prison pour le meurtre. 2 jeunes hommes, 2 actes distincts, tous deux désormais pris dans les rouages du système judiciaire. Les détails du crime initial ne font qu'accentuer la tragédie. L'arme utilisée cette nuit fatale était un couteau de chasse, bien plus meurtrière que le stylo brandi plus tard au tribunal. Iyou est décédé des semaines après l'agression, des suites de complications, notamment une septicémie. Bien que l'adolescent meurtrier n'ait pas d'antécédents judiciaires, le tribunal a pris en compte son jeune âge et la brutalité du crime avant de prononcer sa sentence. Ces faits juridiques implacables expliquent peut-être la décision du juge, mais ils ne parviennent guère à apaiser la douleur d'une famille endeuillée.